Bonjour à tous et bienvenue au module 1 du cours de mécanique élémentaire des fluides. À la fin de ce module, vous serez capable de comprendre les principes de base de mécanique des fluides et de reconnaître les différentes propriétés des fluides. Nous allons aborder aujourd'hui le concept du fluide, les différentes dimensions et unités, les propriétés d'un fluide, la viscosité, la tension de surface, avec notamment la tension superficielle et l'élévation capillaire, et enfin, nous verrons la pression de vapeur. Tout d'abord, qu'est-ce que la mécanique des fluides? La mécanique des fluides est la science de la mécanique appliquée qui étudie le comportement des liquides et des gaz, soit au repos, on appelle ça la statique des fluides ou hydrostatique, soit en mouvement, c'est-à-dire la dynamique des fluides ou cinématique des fluides, et des effets ultérieurs du fluide sur les frontières, qu'elles soient solides ou que ce soit des interfaces avec d'autres fluides. Commençons par se poser la question, quelle est la différence entre un solide et un fluide? On peut dire qu'un solide est dur et difficile à déformer, tandis qu'un fluide est une matière molle qui peut être facilement déformée. Cependant, ces définitions ne sont pas satisfaisantes d'un point de vue scientifique. Comme ce n'est pas suffisant, nous allons regarder ce qu'il se passe au niveau de la matière d'un point de vue moléculaire. On s'aperçoit vite que le solide, par exemple de l'acier ou du béton, a des molécules rapprochées de façon très dense et présente des forces de cohésion intermoléculaire très grandes, lui permettant de maintenir sa forme initiale. En revanche, pour les liquides, comme de l'eau ou de l'huile, les molécules sont plus espacées. Les forces intermoléculaires sont plus faibles que dans le cas des solides et les molécules ont plus de liberté de mouvement. Par conséquent, les liquides peuvent être facilement déformés. Du point de vue de la mécanique des fluides, toute matière n'a que deux états, soit fluide, soit solide. On fait la distinction des deux par rapport à leur réaction face à une contrainte de cisaillement ou tangentielle. Un solide peut résister à une contrainte de cisaillement par une déformation statique, tandis qu'un fluide ne le peut pas. Le fluide se déplace et se déforme continuellement tant qu'une contrainte de cisaillement est appliquée. Ainsi, on peut dire qu'un fluide au repos doit être dans un état de contrainte de cisaillement nul. Cet état est souvent appelé en analyse structurale condition de contrainte hydrostatique. Si on regarde cette figure pour un solide, on voit que les côtés du bloc ne sont pas supportés. L'élément A une contrainte nulle sur les côtés gauche et droit. On a également une contrainte de compression ω égale -P en haut et en bas. En revanche, un liquide et un gaz au repos ont besoin de parois de support pour éliminer ces contraintes de cisaillement. Les parois exercent une contrainte de compression égale à -P. Les gaz et les liquides sont classés comme étant des fluides. La distinction est plus d'ordre technique et se base sur l'effet des forces cohésives. Un liquide composé de molécules relativement compactes avec de fortes forces de cohésion a tendance à conserver son volume. Il formera une surface libre dans un champ gravitationnel s'il n'est pas confiné par le haut. Étant donné que les molécules de gaz sont largement espacées et ont des forces de cohésion négligeables, un gaz est libre de se dilater jusqu'à ce qu'il rencontre des parois de confinement. Un gaz n'a donc pas de volume défini. S'il est laissé à lui-même sans confinement, un gaz formera une atmosphère essentiellement hydrostatique.
Discutons maintenant des dimensions et des unités pertinentes en mécanique des fluides. Toute quantité physique peut être décrite par ses dimensions. Les grandeurs associées à ces dimensions sont appelées unités. Ainsi, la longueur est une dimension associée à des variables telles que la distance, le déplacement, la largeur, la déviation et la hauteur, tandis que les mètres, centimètres, pieds et les pouces sont des unités numériques pour exprimer une longueur. Certaines dimensions de base, telles que la masse m, la longueur L, le temps t et la température θ, sont appelées dimensions primaires ou fondamentales. En mécanique des fluides, il n'y a donc que 4 dimensions principales à partir desquelles toutes les autres dimensions peuvent être dérivées. Plusieurs systèmes d'unités ont été développés jusqu'ici. Pour la petite anecdote, rappelons que la sonde Mars Climate Orbiter, envoyée sur Mars en 1999, n'a pas réussi à se mettre en orbite à cause d'un conflit d'unités. Malgré les efforts de la communauté scientifique pour s'accorder sur un système d'unités unique mondial, 2 systèmes sont toujours utilisés actuellement. Nous avons le système anglais, BG, aussi connu sous le nom de United States Customary System, UCCS, ou système impérial, et on a le système métrique, système international d'unités, aussi connu sous le nom de système international SI. L'une des dimensions secondaires les plus importantes est la force. Celle-ci est directement liée à la masse, à la longueur et au temps selon la deuxième loi de Newton. Cette loi spécifie que la force appliquée sur un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. On peut voir que l'unité de force peut être également représentée par le produit de la masse et de la distance divisé par le temps au carré. Dans le système SI, l'unité de force est les newtons, alors que dans le système anglais, nous allons plutôt parler du livre-force, LBF. Ce dernier est défini comme la force nécessaire pour accélérer une masse de 1 slug, soit 32,174 livres-masse, à une vitesse de 1 pied par seconde, et ceci en l'espace d'une seconde. Une livre-force peut facilement être convertie en système international. La force équivalente serait de 4,4482 newtons. Voici ici une liste de certaines variables secondaires importantes en mécanique des fluides. Vous avez les dimensions dérivées comme étant des combinaisons des 4 dimensions primaires. Par exemple, l'unité de la vitesse dans le système SI en mètres par seconde, tandis que dans le système BG, elle est en pieds par seconde. Si vous voulez changer le pied par seconde en mètres par seconde, la vitesse doit être multipliée par 0,3048. En revanche, si vous voulez changer les mètres par seconde en pieds par seconde, vous devez diviser par 0,3048. Il existe plusieurs calculatrices en ligne disponibles pour faire facilement la conversion d'unités. Voici une liste plus complète pour la conversion des différentes unités usuelles en mécanique des fluides. Vous en avez d'autres ici. Faisons un premier exemple ensemble pour illustrer le concept de dimension et d'unité. Un corps pèse 1000 lbf lorsqu'il est exposé à une gravité terrestre standard, soit un G égal à 32,174 pieds par seconde au carré. Quelle est sa masse en kilogrammes? Quel sera le poids de ce corps en newtons s'il est exposé à l'accélération standard de la Lune, soit un G Lune égal à 1,62 mètres par seconde carré? À quelle vitesse le corps accélérera-t-il si une force nette de 400 lbf lui est appliquée sur la Lune ou sur la Terre?
Pour la question A, nous pouvons trouver la masse du corps simplement en divisant 1000 lbf par la constante gravitationnelle de 32,174 pieds par seconde carré. Ainsi, nous obtenons 31,08 slugs, ce qui équivaut à 453,6 kg. Pour la question B, pour connaître le poids de ce corps sur la Lune, il faut simplement multiplier sa masse, soit 453,6 kg, par la constante gravitationnelle de la Lune, soit 1,62 m par seconde carrée. Cela nous donne un poids de 735 newtons. À noter que ce poids ne serait pas le même sur Terre, car la constante gravitationnelle de la Terre est considérablement plus grande que celle de la Lune, qui est de 9,81 mètres par seconde carrée. C'est pour cela que nous ne ressentons approximativement qu'un sixième de notre poids sur la Lune par rapport à la Terre. Pour la partie C, lorsqu'on applique une force de 400 livres force à ce corps, dont la masse est de 31,08 slugs, on peut facilement trouver l'accélération résultante à partir de la seconde loi de Newton, F égale ma. Donc, l'accélération qui en résulte sera de 12,87 pieds par seconde carrée ou 3,92 mètres par seconde carrée en unité SI. Voyons un deuxième exemple. L'unité de viscosité dans le système CGS est la poise, P en abrégé, ou grammes par centimètre seconde. La viscosité de l'eau, douce ou salée, à 293,16 degrés Kelvin ou à 20 degrés Celsius est d'environ 0,01 P. Exprimez cette valeur en unités SI et BG. Pour les unités SI, il s'agit simplement de transformer 0,01 g par centimètre seconde et kg par mètre seconde en utilisant les conversions de 1 kg qui est égal à 1000 g et de 100 cm qui est égal à 1 mètre. Ainsi, nous obtenons que 0,01 P est égal à 0,001 kg par mètre seconde. Pour les unités BG, nous pouvons convertir les kilogrammes en slugs, un slug égale 14,59 kg, et les mettre en pieds. Un pied est égal à 0,3048 mètres. Ainsi, on obtient la viscosité équivalente en système BG qui est de 2,09 fois 10 exposé en moins 5 slugs par pied seconde. Notez que nous aurions pu obtenir la réponse pour la question B directement en utilisant le facteur de conversion pour la viscosité répertorié dans les tableaux vus précédemment, soit 47,88 kg par mètre seconde pour 1 slug par pied seconde, tel que rappelé au bas de la diapositive. Discutons maintenant des propriétés thermodynamiques des fluides. La vitesse V est bien sûr une propriété très importante pour un fluide. Celle-ci interagit étroitement avec trois autres propriétés thermodynamiques, à savoir la pression P, la densité ρ et la température T. Une pression est une contrainte en un point dans un fluide statique. La pression est une force appliquée sur une surface. Après la vitesse, la pression P est la variable la plus importante en mécanique des fluides. Les différences ou gradients de pression entraînent souvent un écoulement de fluide, en particulier dans les conduites. La pression atmosphérique ou pression barométrique représente la pression dans l'atmosphère terrestre. Cette pression est égale à 101,3 kN par mètre carré. On peut aussi dire le kilopascal. Cette pression est souvent présentée comme étant équivalente à une atmosphère, ATM. La température T est une mesure du niveau d'énergie interne d'un fluide.
Bien que les ingénieurs utilisent souvent l'échelle Celsius ou Fahrenheit, de nombreuses applications en mécanique des fluides nécessitent l'échelle de température absolue, le Kelvin ou Rankine. Les différentes échelles de température sont reliées ensemble grâce aux formules présentées ici. La masse volumique d'un fluide, notée ρ, est sa masse, m, divisée par son unité de volume, v. La densité varie beaucoup dans les gaz et augmente proportionnellement, approximativement, à sa pression. La densité dans les liquides est presque constante et la majorité des écoulements liquides sont traités comme étant incompressibles. La densité de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. En général, les liquides sont plus denses que les gaz à la pression atmosphérique. Le liquide commun le plus lourd est le mercure, avec une densité de 13 580 kg par mètre cube, et le gaz le plus léger est l'hydrogène, avec une densité de 0,0839 kg par mètre cube. C'est grâce à sa densité très élevée que le mercure est le fluide idéal pour des appareils comme le baromètre. Nous le verrons plus en détail dans les prochains modules. Le poids spécifique ou poids volumétrique d'un fluide, noté gamma, est son poids par unité de volume. Le poids est défini comme étant la densité du fluide multipliée par la constante gravitationnelle G. Les unités sont soit la livre-force par pied cube ou le newton par mètre cube. Voici des valeurs de poids spécifiques couramment utilisées lorsqu'on considère l'eau et l'air en conditions normales, soit à 20 degrés Celsius, à une pression de 1 atmosphère. Le volume spécifique ou volume massique d'un fluide est le volume d'un fluide occupé par unité de masse. C'est donc l'inverse de la densité ρ ou masse volumétrique du fluide. Il est typiquement exprimé en mètres cubes par kilogramme. La densité relative ou gravité spécifique, notée Sg, est le rapport entre la densité d'un fluide et un fluide de référence tel que l'eau pour les liquides et l'air pour les gaz. Il s'agit d'une valeur sans dimension puisque nous divisons une densité par une autre densité. On peut donc dire que la densité relative est la même, peu importe le système d'unités dans lequel on travaille. Les quantités de pression, température et la densité vues précédemment sont des variables thermodynamiques primaires. Elles caractérisent un système. Il existe également certaines variables secondaires qui caractérisent le comportement spécifique en mécanique des fluides. La plus importante d'entre elles est la viscosité. Elle relie les contraintes locales du fluide en mouvement à sa vitesse de déformation. La viscosité est une propriété importante d'un fluide. Elle décrit la résistance des liquides à l'écoulement. Elle est liée à la friction interne ayant lieu dans ce fluide. Le transfert de quantité de mouvement d'une partie d'un fluide à une partie adjacente est lié à la viscosité. La viscosité mesure donc la résistance à l'écoulement et la diffusion du moment dans un fluide. Newton a fait une simple expérience pour voir l'influence de la viscosité d'un fluide sur sa mise en écoulement. L'expérience consistait à cisailler un matériau à l'état pâteux, fondu et liquide entre deux plaques minces. Une d'elles était fixe, celle du bas, et l'autre, celle du haut, était animée d'un mouvement de translation à une vitesse u sous l'action d'une force horizontale F. La force F induit une contrainte de cisaillement égale à τ égale la force divisée sur la surface de la plaque. La loi de Newton peut s'écrire comme ceci.
Ici, τ est la contrainte de cisaillement, mu est la viscosité dynamique et du sur dy est le gradient de vitesse. Cette relation est appelée la loi de viscosité de Newton. Elle dit que la contrainte visqueuse est proportionnelle au taux de cisaillement. Donc plus le liquide est visqueux, plus la contrainte, et donc par conséquent la force, devra être grande afin de provoquer un mouvement pour une même vitesse. Pour simplifier, on peut dire que plus un liquide est visqueux, plus il sera difficile à déformer. La viscosité dynamique, mu, a des dimensions de contrainte temps. L'unité Bg est le slug par pied seconde, tandis que l'unité SI est le kilogramme par mètre seconde. Un fluide est dit fluide newtonien lorsque son graphique de la contrainte de cisaillement en fonction du gradient de vitesse donne une ligne droite. La pente de la droite donne la viscosité. Un fluide non newtonien, présenté ici par les courbes en bleu, est un fluide qui ne suit pas une relation linéaire entre la contrainte de cisaillement et le gradient de vitesse. Pour des courbes non linéaires, la pente est appelée viscosité apparente. Les fluides non newtoniens sont composés de molécules beaucoup plus grosses que les molécules d'eau et ou que des mélanges complexes tels que les boues, les pâtes et les gels. On peut citer par exemple les suspensions de sable dans l'eau pour les fluides dilatants. Pour les pseudoplastiques, on parle plutôt de solutions polymères. Pour le fluide de type Bingham, on peut citer le dentifrice, la mayonnaise et le chocolat. Ceci nécessite une limite d'élasticité finie avant de commencer à s'écouler. C'est pour cette raison que la courbe ne part pas de l'origine pour les fluides de type Bingham. En tant qu'ingénieur civil, nous nous intéressons plus aux fluides newtoniens. Dans un fluide newtonien, on a tous les gaz, les liquides aux formules chimiques simples comme l'eau, l'alcool et le benzène, et les solutions diluées avec des molécules simples telles que le sucre ou le sel dans l'eau. La viscosité cinématique, nu, est définie comme le rapport entre la viscosité dynamique, mu, et la densité du fluide, ρ. C'est bien important que vous fassiez la distinction entre la viscosité cinématique et la viscosité dynamique. Aussi, tout au long de votre parcours et de votre vie professionnelle, réfléchissez toujours bien quand on parle de viscosité pour savoir laquelle vous avez à faire. L'unité de viscosité cinématique est le mètre carré par seconde ou le pied carré par seconde. Il existe également une unité pour la viscosité cinématique appelée le stoke. Un stoke est égal à 1 cm² par seconde. Voici un tableau qui résume certaines propriétés les plus importantes en mécanique des fluides pour les fluides les plus communs. Dans le cas des gaz, une augmentation de la température entraîne un mouvement plus intense des molécules. Cela accroît le mélange moléculaire et donc augmente la viscosité. Dans le cas d'un liquide, lorsque la température augmente, les molécules se séparent. Cet éloignement diminue l'attraction entre les molécules. La viscosité diminue donc. La relation entre la température et la viscosité est donc l'inverse pour les gaz que pour les liquides. Cette figure montre la variation de la viscosité avec la température pour l'air et pour l'eau. Revenons un peu sur la loi de viscosité de Newton. Comme mentionné précédemment, la majorité des cas d'ingénierie civile seront des fluides newtoniens. Qu'en est-il du gradient de vitesse? Dans le cas d'une distribution de vitesse linéaire, U égale A plus B fois Y. Le gradient de vitesse est donc du sur dy et est égal à la pente B. Les constantes A et B
peuvent être déterminées à partir de la condition de non-glissement aux parois supérieures et inférieures. Ainsi, si on regarde le profil de vitesse des plaques présentées ici, on voit qu'on a une vitesse nulle à y égale 0 et on a une vitesse v lorsque y égale à h. Ces deux points peuvent alors nous servir pour trouver la valeur des coefficients a et b. Donc, si la distribution des vitesses entre deux plaques est linéaire, on peut écrire la relation que taux égale à mu fois v divisé par h. Nous obtenons ainsi une relation directe entre la contrainte de cisaillement, la vitesse de la plaque causant la contrainte, l'épaisseur de la couche du fluide et sa viscosité dynamique. Voyons un autre exemple pour illustrer ces concepts. Une planche de 1 mètre par 1 mètre, pesant 25 newtons, glisse le long d'une rampe inclinée à 20 degrés à une vitesse de 2 cm par seconde. La planche est séparée de la rampe par une fine couche d'huile ayant une viscosité dynamique de 0,05 newtons-seconde par mètre carré. Calculez l'espace, donc l'épaisseur, entre la rampe et la planche. Pour ce problème, nous cherchons à trouver l'épaisseur de la couche d'huile, soit le h. Nous avons un système de coordonnées incliné à 20 degrés et on doit analyser les forces qui agissent sur l'axe X. La force normale N n'a aucune composante sur cet axe car elle est perpendiculaire. Les forces agissant seront donc la composante du poids W et la force de cisaillement qui est égale à la contrainte taux multipliée par l'aire de contact. Pour une vitesse constante et donc une accélération nulle, nous savons que la somme des forces doit être de 0. Nous savons que la composante du poids de la plaque, W fois sinus de 20, est égale à taux fois l'air. Mais on dispose également d'une expression pour la contrainte de cisaillement, taux, qui est mu fois V divisé par H. Ainsi, en faisant la substitution des deux, nous nous retrouvons avec une équation dont la seule inconnue est la hauteur H, soit l'épaisseur de la couche d'huile. Nous pouvons simplement l'isoler et résoudre l'équation pour trouver une épaisseur de 0,117 mm. Voici un autre exemple. Une plaque mince est séparée de deux plaques fixes par deux liquides très visqueux. Les espacements des plaques H1 et H2 sont inégaux, comme illustré. La zone de contact est A entre la plaque centrale et entre chaque fluide. En supposant une distribution de vitesse linéaire dans chaque fluide, dérivez la force F requise pour tirer la plaque à la vitesse V. Enfin, existe-t-il une relation entre les deux viscosités? Pour la question A, si on suppose avoir une distribution de vitesse linéaire de chaque côté de la plaque, on peut dire que la force requise pour tirer la plaque doit être égale à la force de résistance causée par la contrainte de cisaillement sur chaque fluide. En substituant les expressions pour la contrainte de cisaillement taux pour les deux fluides, nous obtenons une expression nous permettant de calculer F directement à partir de propriétés connues de ces fluides. Pour la question B, on peut dire que comme la plaque centrale sépare les deux fluides, ils peuvent avoir des contraintes de cisaillement distinctes et non liées. Il n'y aura donc pas nécessairement de relation entre ces deux viscosités. Elles agissent de façon indépendante sur chacun des deux côtés de la plaque afin de l'empêcher de bouger vers la droite. Voyons encore un autre exemple pour illustrer la viscosité. Un disque circulaire de rayon R est maintenu à une faible hauteur au-dessus d'une plaque fixe au moyen d'une couche d'huile de viscosité mu. Si le disque tourne à une vitesse angulaire ω, déterminez une expression du couple visqueux sur le disque.
Considérons une portion d'un disque de largeur dr à une distance radiale de r. La vitesse à ce rayon vaut v égale r fois oméga. En remplaçant cette expression dans l'équation de la contrainte de cisaillement τ, nous obtenons une expression permettant de trouver la contrainte de cisaillement pour une petite portion du disque. En intégrant cette expression sur la totalité du rayon R, nous obtenons une expression permettant de calculer le couple visqueux T requis afin de faire tourner le disque. Parlons maintenant du concept de tension de surface. Ce phénomène provient de deux forces intermoléculaires. D'une part, on a des forces de cohésion, ce sont les forces d'attraction entre les molécules du liquide, et d'autre part, on a des forces d'adhésion, ce sont les forces entre les molécules de différents liquides ou entre un liquide et un solide. Les forces de cohésion vont contribuer au phénomène appelé tension superficielle, dénoté sigma. Les forces d'adhésion, de leur côté, vont produire un phénomène appelé élévation capillaire ou delta H. La tension superficielle est la propriété d'une surface de liquide lui permettant de résister à une force extérieure. Elle dépend de la nature cohésive des molécules d'eau. La figure de gauche illustre qualitativement les efforts intermoléculaires des différentes molécules dans un liquide avec une surface libre. On peut remarquer ici que lorsque la molécule est totalement immergée dans le liquide, cette dernière est en équilibre. En effet, les efforts s'annulent 2 à 2 dans les directions opposées du repère cartésien. En revanche, lorsque la molécule s'approche de plus en plus de la surface libre, il y a un déséquilibre des forces dû à la tension de surface. Comme autre exemple de ce phénomène, on peut prendre le cas d'une goutte de rosée qui apparaît sur une feuille d'une plante. Cette goutte est sphérique car elle a tendance à rétrécir à cause de la tension de surface. Par conséquent, sa pression interne est plus grande que sa pression périphérique. La tension superficielle peut être exprimée en termes de force. Elle est égale au ratio de la force le long d'une interface divisé par la longueur de cette interface. La force due à la tension superficielle peut donc être calculée avec l'équation F sigma égale sigma fois L. La plupart des problèmes impliquant la tension superficielle sont résolus en dessinant un diagramme dit de corps libre et en appliquant un équilibre des forces. En raison de la présence d'une tension superficielle, la pression à l'intérieur d'une goutte d'eau est supérieure à la pression de l'environnement. La pression interne est donc donnée par l'équation delta P égale 2 fois sigma divisé par le rayon. Voyons un exemple pour illustrer la tension superficielle. Si la tension superficielle à l'interface savon-air est de 0,088 N par mètre, calculez la pression interne dans une bulle de savon de 3 cm de diamètre. Ici, il y a deux interfaces avec l'air, une surface intérieure et une autre extérieure, qui ont presque le même rayon R toutes les deux. Il suffit donc d'appliquer la formule pour la pression interne. Notez que dans ce cas, puisqu'il y a deux surfaces de contact, intérieure et extérieure, delta P sera multiplié par 2. Nous connaissons la tension superficielle sigma, qui est de 0,088 N par mètre, ainsi que le rayon. Nous pouvons donc simplement calculer delta P, qui sera de 23,47 N par mètre carré. La remontée capillaire décrit la tendance d'un liquide à monter dans des tubes étroits ou à être aspiré dans de petites ouvertures. Cette action capillaire est responsable de l'aspiration de l'eau dans les ouvertures étroites du sol.
Considérons un liquide le long d'une paroi solide. Nous aurons des forces d'adhésion. Les liquides vont avoir à la fois des forces de cohésion et d'adhérence qui sont des formes d'attraction moléculaire. La capillarité, que ce soit la montée ou la descente du liquide dans les tubes de petit diamètre, est due à cette attraction. Les liquides, tels que l'eau, qui mouille une surface, provoquent une remontée capillaire. Dans les liquides non mouillants, comme par exemple le mercure, une dépression capillaire sera observée. Voyons un exemple ensemble pour mieux comprendre. Dérivez une expression décrivant le changement de hauteur ΔH dans un tube circulaire pour un liquide avec une tension superficielle sigma et un angle de contact θ comme indiqué sur la figure. Ici, la composante verticale de la force de tension superficielle à l'interface dans le tube doit équilibrer le poids de la colonne de fluide de hauteur h. Ainsi, si on considère la totalité des forces verticales agissant sur un volume de liquide donné, nous sommes en mesure de déterminer la hauteur, ΔH, à laquelle le liquide va grimper. Cela va dépendre de la tension superficielle sigma, de l'angle de contact θ, du poids spécifique du fluide gamma, ainsi que du diamètre du tube d. Enfin, voyons un dernier exemple pour terminer ce module. Une aiguille cylindrique solide de diamètre d, de longueur L et de densité ρn peut flotter dans un liquide de tension superficielle sigma. Négliger la flottabilité et supposer un angle de contact de 0 degré. Établir une formule pour le diamètre maximum Dmax permettant de démontrer que l'aiguille est capable de flotter dans le liquide. Calculer Dmax pour une aiguille en acier, un SG de 7,84, dans de l'eau à 20 degrés. L'aiguille enfonce la surface vers le bas. Les forces de tension superficielle sont dirigées vers le haut, comme illustré. Si ces tensions sont presque verticales, le bilan des forces verticales donne deux forces verticales vers le haut de magnitude sigma L, ainsi qu'une force verticale vers le bas causée par le poids de l'aiguille. Afin de trouver le diamètre maximal, nous devons trouver Dmax tel que la force vers le bas équivaut aux deux autres forces vers le haut. En simplifiant l'équation, on obtient un diamètre de 1,6 mm. Pour terminer, voyons brièvement la pression de vapeur. Il s'agit de la pression à laquelle un liquide bout et est en équilibre avec sa propre vapeur. Un liquide, même à basse température, peut bouillir lorsqu'il circule dans un système. Cette ébullition peut réduire les performances et endommager l'équipement. Ainsi, les ingénieurs doivent être en mesure de prédire quand l'ébullition se produira. Cette prédiction utilise la pression de vapeur. Si toutefois la pression du liquide tombe en dessous de la pression de vapeur, des bulles de vapeur commencent à apparaître dans le liquide. Un phénomène de cavitation se produit lorsque la pression du liquide tombe en dessous de la pression de vapeur lors d'un écoulement. La cavitation est la formation de bulles de vapeur dans un liquide à des régions de basse pression. Cela se produit dans des endroits où le liquide est accéléré à de grandes vitesses, comme c'est le cas pour les pompes centrifuges, les turbines à eau et les hélices marines. La cavitation est à éviter car elle produit une érosion importante des pales en rotation, un bruit supplémentaire dû au couinement et aux vibrations qui en résultent, et une réduction significative de l'efficacité d'une pompe car elle déforme le schéma d'écoulement. Voici ce qui termine notre module 1. Merci à tous pour votre écoute, bonne semaine et bon travail.